Chers téléspectateurs, élèves ingénieurs, membres de la DENSA, bonjour et bienvenue à ce 6e numéro de Parcours de l'agronome. Je suis votre présentatrice, Madina Tall, élève ingénieur de la 41e promotion de l'ENSA. Aujourd'hui, nous avons le plaisir, je ne dirais pas de recevoir, mais d'être reçus par notre honorable ancien de la 17e promotion spécialisée en production animale, un homme très simple et très cordial qui nous a fait l'honneur de nous accorder un peu de son temps avec son emploi du temps très chargé. Vous l'aurez compris, je parle bien sûr de notre directeur des études, M. Tandian Diaw. M. Diaw, bonjour. Bonjour Madina, donc permettez-moi tout d'abord de vous remercier et de vous encourager en tout cas dans cette initiative. Comme vous l'avez dit, c'est Mamadou Tandian Diaw, je suis de la 17e promotion et à l'ENSA j'ai fait une spécialisation en production animale. Donc je suis content de vous recevoir et voilà, de pouvoir en tout cas échanger avec vous. Merci beaucoup. Alors, de production animale à directeur des études, c'est un parcours vraiment exceptionnel et peu commun. Alors, pouvez-vous nous parler un peu de votre cursus scolaire avant d'en arriver à votre parcours professionnel? Alors, mon cursus scolaire ici à l'ENSA, comme vous l'avez dit, effectivement, je fais partie de ceux qui, juste après leur formation, en tout cas, avaient pris l'option, j'allais dire, et évidemment avec l'accompagnement des enseignants qui étaient ici, de rester à l'ENSA pour un peu apporter un appui au corps professoral. Donc, évidemment, dans ça, j'ai eu à faire des formations et à faire une thèse. Et avant la thèse, j'ai fait un DIA. Je pense qu'on est de la dernière promotion à devoir faire un DIA après au doctorat. Donc, en 2007, ce DIA m'a permis de m'inscrire en thèse à l'Université de Liège également, au niveau de la faculté de médecine vétérinaire. Donc, voilà, en tout cas, sur le plan post-universitaire, ce que j'ai eu à faire comme formation, donc qui aujourd'hui m'a permis également, voilà, de faire une carrière d'enseignant-chercheur ici à l'ENSA et bénéficier de la confiance des collègues pour avoir été également, dans un premier temps, chef de département de 2013 à 2018 et depuis 2018, effectivement, je suis le directeur des études à l'ENSA, donc je travaille avec tous les collègues, mais aussi les étudiants avec qui j'échange beaucoup pour pouvoir en tout cas ensemble trouver les solutions afin de faire rayonner cette école. Voilà, en tout cas. Un cursus vraiment très riche à la hauteur de votre personne et vous matérialisez vraiment ce qu'on appelle ici ENSA dans le cœur. Alors, vous auriez pu aller n'importe où, mais vous avez décidé de rester ici à l'ENSA. Effectivement, en réalité, les options étaient là et je pense que juste quand je venais de sortir, j'avais des offres. J'étais même recruté dans certaines boîtes, mais en réalité, après échange avec certains collègues aujourd'hui, le choix de rester à l'ENSA était plus fort pour moi. Et je me rappelle l'entretien que j'ai eu à l'époque au niveau de la Sodefitex avec d'autres camarades à l'époque qui venaient de sortir. Au niveau des ressources humaines, je me rappelle, il y avait un certain quand même qui avait en charge le volet élevage et qui m'avait recommandé, évidemment, vous, M. Diaw, je vous conseille de rester à l'ENSA. Je pense que c'est depuis ce moment où j'avais arrêté de postuler pour d'autres appels à candidature. Sinon, avant, j'ai été recruté également au niveau de la RD. Il y a eu des recrutements, des possibilités, mais finalement, j'ai pris l'option de rester à l'ENSA. Peut-être, voilà, c'était plus fort quoi, que moi. Voilà. Alors, un ENSA est un fait pour l'ENSA et pour l'ENSA. Et alors, bien que la substance et l'essence restent entre l'ENSA d'avant et l'ENSA de maintenant, on se rend compte également qu'il y a certaines différences. Alors, parlez-nous un peu du climat social et pédagogique de l'ENSA à votre époque. Sur le plan social, peut-être ça n'a pas beaucoup trop bougé, parce que quand même je vois toujours cette dynamique au niveau des étudiants et cet esprit,
je dirais créatif, mais cette envie également de vivre en communauté qui est très fort. Moi, j'en sais quelque chose. J'ai ma nièce qui est ici et je peine à la voir en fait chez moi. Donc, évidemment, c'est parce que sur le plan social également, les étudiants sont bien intégrés et vivent en communauté. Ça, depuis l'ENSA, ça a toujours été comme ça. Parce que même les anciens qu'on avait retrouvés ici également partageaient en tout cas cette vision avec nous. Donc c'est quelque chose que nous avions trouvé ici et on est heureux de voir qu'effectivement jusqu'ici ça se maintient. Alors sur le plan pédagogique, c'est vrai, c'est là il y a eu quelques changements. Nous, à notre temps, évidemment, voilà, c'était très calé, hein, surtout au niveau du calendrier, ne serait-ce que pour ça. L'ENSA, c'était mi-janvier, 30 novembre, ça ne bougeait pas. Je me rappelle même quand on venait d'arriver, à l'époque, avec l'ancien directeur Moussa Fall, voilà, pour le mois de janvier, vous avez une demi-bourse, parce que c'est 15 jours que vous êtes, comment dirais-je, voilà, que vous avez passé ici, donc c'est la demi-bourse, quoi. Je pense que depuis 2000 qu'on a commencé à rectifier. C'est pour vous dire que, ne serait-ce que pour le calendrier, il y a eu des changements. Donc ces changements également ne sont pas venus comme ça. Il s'est passé des événements, donc des grèves. Certainement, on a essayé de rectifier, mais la Covid est passée par là. Aujourd'hui, on essaie de faire des efforts pour revenir à ce calendrier. Ça, c'est un fait. L'autre fait également où il y a un changement, c'est par rapport aux soutenances, les sessions de soutenance. C'était fin novembre, fin janvier, début février au plus tard. Là, évidemment, aujourd'hui, surtout ces dernières années, on a vu que les soutenances sont programmées sur toute l'année. Ça, et on sent les difficultés ou bien en tout cas des manquements par rapport à ça et on essaie également de revenir à la normale. C'est pourquoi cette année, il y a cette proposition de revenir sur les 2 sessions de soutenance. Il y a des changements sur ce plan. Sur le plan pédagogique, évidemment, ça j'ai eu à le dire. Hein. Je pense que oui, aujourd'hui, en termes d'effectifs, les enseignants sont beaucoup plus nombreux, mais il faut qu'on essaye davantage de donner le meilleur de nous-mêmes pour cette école. Ça, c'est valable pour tous les enseignants, mais également que les étudiants essaient également, de leur côté, d'être plus disponibles. Je le dis plus disponibles, autant, oui, il y a quelques manquements de part et d'autre, mais je pense qu'également, côté présence des étudiants, ce que je vois, ou bien les retours que nous avons en tant que directeur des études, en tout cas, ne nous font pas toujours plaisir. Donc, je pense que il y a ces différences qui sont là. Voilà. Sur le plan pédagogique, toujours, on peut souligner les différences liées aux méthodes d'enseignement. À l'époque, avec la reprographie, l'enseignement était beaucoup plus quand même orienté, comment dirais-je, en tout cas, vers ce que j'appelle aujourd'hui le dicté de l'enseignant, donc qui a son support de cours pour dicter aux étudiants. Ça, aujourd'hui, c'est révolu, il faut le dire. On ne peut pas se le permettre aujourd'hui. Encore que ce que vous dictez, les étudiants l'ont déjà et peut-être même en plus. Donc, ce qui fait qu'également, ces cours qu'on avait de 60 heures, forcément ne peuvent plus se dérouler en 60 heures, sinon ça devient redondant et ça amène les étudiants peut-être également à voilà, donc fuir certains cours, quoi. Je pense que sur le plan pédagogique, il y a ces aspects qui sont là. Et quelque chose également qu'on peut souligner en termes de manquement, lié un peu également à l'augmentation des effectifs, c'est les TP, les TD. Ça, il faut qu'on insiste là-dessus également. Il y a des différences par rapport à ce qui se faisait avant. Donc, voilà en tout cas, sur le plan socio-pédagogique de notre époque et ce qui se fait ici, ce que nous pouvons souligner. En tout cas, la vie sociale au niveau du campus, je pense, reste toujours chaleureuse et donc la même, quoi. Ça n'a pas trop changé. Alors, une comparaison très très pertinente et qui illustre bien la situation, qu'on peut résumer en des changements, de légers changements du point de vue pédagogique, des changements qui ne sont pas forcément négatifs, mais des valeurs sociales qui restent pareilles, les valeurs qu'on appelle valeurs ENSAéennes qui restent ancrées dans le collectif de tous les ENSAéens. Alors, d'après tous les ENSAéens, il y a toujours forcément un événement qui nous marque le plus
ici à l'ENSA. Alors, je vous demande, monsieur quel est l'événement, le fait qui vous a le plus marqué à l'ENSA? L'événement, enfin, oui, il y a des choses, comment dirais-je, qui viennent d'emblée, parce que, enfin, nous, la 17e promotion, je me rappelle, peut-être mes camarades de promotion également vous diront la même chose. On était la promotion dite Boulfale, quoi. Vraiment, on s'en foutait de rien. On était vraiment free, on faisait tout ce qu'on voulait, et puis voilà, tout le monde peut-être, je ne dirais pas, c'est pas se méfier, mais en tout cas, voilà, on attirait l'attention. Ça, j'ose le dire. Dans notre promotion, comparé aux autres promotions également, souvent, eux, ils étaient plus tirés. Enfin, sur le plan sportif, ça, c'est un fait. En majorité, nous, on est dans les arts martiaux. Eux, ils étaient plus, je dirais, dans le football. Et je me rappelle les compétitions interclasses où, voilà, souvent, nous, quand on venait un peu pour les défier quelque part, quoi. Mais en réalité, même un match nul pour nous, on jubilait pour... voilà, donc se moquer de ça, c'est des faits que nous avions vécu qui, quand même, parfois sont là. C'était des moments forts, mais quand même qui renforçaient également la solidarité entre nous, parce que c'était une façon pour nous de se taquiner entre promotions, et c'est au même moment où également on se retrouve également au niveau des champs pour travailler pour le compte de l'amicale. Ça, c'est des choses quand même au niveau du campus, forcément nous reviennent. C'est sans compter maintenant sur le plan pédagogique également, certains faits qui nous ont marqués. Là, je ne peux pas passer sur le plan pédagogique un examen qui nous a vraiment fait souffrir. C'est l'examen de machinisme hydraulique, quoi. Donc, machine hydraulique, autant pour moi, donc qu'on fait en 4e année à l'époque. Oui, c'était bizarre quand même, parce que pour RDM, où d'habitude les gens avaient des problèmes, nous, ça allait. Mais machine hydraulique, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, en tout cas avec l'énoncé, pour qu'un examen qui était censé se dérouler en 4 heures de temps, finalement, si ce gars est parti vers 13 heures pour dire qu'il ne peut plus surveiller, il va informer l'enseignant. Nous sommes restés ici jusqu'à 20h, 21h pour rendre des copies. Et malheureusement, voilà, au finish, on se retrouve avec des justes qui ont la moyenne, quoi. Donc, vraiment, je pense que cet examen, il y avait des données qui manquaient, qui faisaient que vraiment, c'était pas du... Ça, quand même, c'est un fait également quand je pense à certains cours forcément qui reviennent. Bizarrement, c'était l'un également. Le cours était donné par l'un des meilleurs enseignants, en tout cas à l'époque, donc le professeur Seni Tamba, à qui nous rendons hommage également, parce qu'il part à la retraite cette année et c'est extrêmement important pour nous. Alors nous allons vous accompagner pour rendre hommage à ce professeur Seni Tamba. De l'EPT d'ailleurs. Ah oui, de l'EPT. Ah, alors voilà. Il fait ses 50 ans et l'EPT fait ses 50 ans ce mois-ci aussi. D'accord, joyeux cinquantenaire à l'EPT également. Alors comme vous l'avez vu, quand on parle des faits de l'ENSA, on peut vraiment plus s'arrêter parce que c'est ces 5 ans remplis d'événements très riches et voilà, et qui restent en fait dans la mémoire, qu'on n'oublie pas. Parlons d'événements oubliables, inoubliables. Parlons également de ceux en fait, qui vous ont marqué, non pas durant l'ENSA, mais durant votre carrière d'agronome, dans votre vie professionnelle, en réalité. Oui, là, je peux me rappeler des nuits que j'ai passées au niveau, en tout cas, des pâturages du Ferlo. Des nuits où il y avait des mesures à faire sur le plan d'études agrostologiques à l'époque avec le professeur Dien. Mais je pense que l'événement qui m'a le plus marqué, vous savez, enfin, je le disais tout à l'heure en introduction, la thèse que j'ai faite en Belgique, où effectivement, avant, il y avait un DIA à faire. Donc en 2007, moi je sais que je suis arrivé en retard pour le DIA, donc les camarades m'avaient devancé 2 mois. Donc je suis arrivé au mois de février, alors qu'il avait commencé en janvier.
mais avec, je disais, une vision plus ou moins négative de certains, donc par rapport peut-être à ceux qui viennent des pays subsahariens, j'étais le premier à défendre mon mémoire de DIA. Donc à la grande surprise, je me rappelle le jour où j'ai déposé, le lendemain, une dame, j'y reviendrai d'ailleurs, qui presque durant tout mon séjour, les 5 mois que je suis passé là-bas, ne m'a jamais adressé la parole, même pas un bonjour, et nos bureaux faisaient face. Donc il m'interpelle pour me dire que, écoutez, il voudrait avoir une version de mon document. Parce qu'évidemment, mon encadreur, que je salue en passant, Jean-Luc, très ouvert et très positif, avait parlé peut-être de ce document. Et il voulait peut-être lui avoir sa version des faits. Il l'a pris. Alors cette dame m'a beaucoup marqué, et c'est ça également parce que après ça reste simple. Nos bureaux faisaient face. Elle était dans l'alimentation animale. Mais vous savez, dans les pays développés, la spécialisation est très poussée. Oui. Et sa spécialité, c'était les petits animaux. Donc tout ce qui est chien et chat, en fait. C'est ça sa spécialité. D'autres s'occupaient des grands animaux, cheval et autres, quoi. Voilà. Donc, ce qui m'a le plus marqué à l'époque, donc c'était en 2007, c'est quand ils répondent au téléphone, elle répondait au téléphone, autant pour moi, et se désolait auprès d'un client qui voulait prendre rendez-vous pour passer un scanner à son chien. Alors à cette époque, en 2007, je ne pense pas que le scanner était aussi développé, pour ne pas dire présent ici dans nos pays. Donc après, je suis resté quand même quelques minutes à réfléchir sur ça, quoi. Donc ça, c'était un élément que nous avions connu. Et parfois, c'est des événements comme ça également qui de temps en temps reviennent pour en tout cas nous montrer la différence que nous avons, nous, comparé effectivement aux autres, le regard peut-être qu'ils peuvent jeter sur nous, mais également cette formation que nous avons reçue à l'ENSA. Peut-être nous, ici à l'ENSA, nous connaissions les manquements. Mais en fait, la formation, quand même, il y a de la qualité à l'intérieur. Parce que quand vous vous mettez en confrontation avec les autres et que vous puissiez vous en sortir et en sortir de façon à être apprécié par des gens qui, à l'époque, avaient une vision négative sur vous, ça veut dire qu'évidemment, il y a quelque chose, il y a de la matière, comment dire, ce que vous avez reçu. Et peut-être il nous appartient, nous, suivant les circonstances, de les valoriser et de les mettre à profit. Donc ça également, c'est des événements que nous avions connus, donc que je pourrais peut-être partager sur les faits manquants. Alors, c'est vraiment une fierté, en fait. Nous vous félicitons, même si je ne sais pas si nous sommes vraiment aptes à dire ce mot, mais nous vous félicitons d'avoir su, en fait, élever les bannières du pays et de l'Afrique subsaharienne de manière générale, comme vous l'avez dit, face à une certaine forme, disons-le, de racisme, ce que vous n'avez pas voulu dire. Je n'ai pas voulu utiliser le mot. Voilà, mais nous allons l'utiliser, nous allons appeler chat par un chat. Tous ceux qui ont l'habitude de sortir et d'aller vers d'autres horizons, quand même, ont vécu ça. Et maintenant, chacun a sa façon pour les dépasser. Moi, je le dis parfois, je me dis que peut-être même nous, on est plus racistes qu'eux aussi. C'est possible. Que parfois également, on a un regard ou bien une appréciation similaire vis-à-vis d'eux. Ce n'est pas tout le monde, c'est ça. Parfois, ça dépend des individus en réalité. Effectivement, c'est un peu dans la nature humaine de porter un jugement sur l'inconnu. En tout cas, c'est une fierté pour nous d'avoir des gens comme vous qui savent en fait redresser et redorer l'image du pays et de prendre également le meilleur d'eux-mêmes, parce que le but également d'apprendre à l'extérieur, c'est de prendre en fait le meilleur de ce qu'ils ont à offrir pour venir également l'ajouter dans ce que nous avons. Nous allons faire une petite transition, nous allons parler un peu de la situation professionnelle. En tant que directeur des études, je pense que vous êtes très bien placé pour nous parler de la situation de l'insertion professionnelle des ingénieurs agronomes et de nous faire une petite analyse sur cette situation-là. Alors, enfin, c'est vrai que même à notre époque, hein, c'est-à-dire au niveau de la 17e promotion, oui, je pense
pense que depuis qu'on a supprimé le régime d'internat, l'insertion n'est pas si facile, ça il faut le dire. Donc moi je me rappelle quand je devais faire la spécialisation production animale, on avait des camarades de promotion qui quelque part se moquaient de nous quoi en fait. Ah, oui, parce qu'on avait des aînés qui nous ont devancés de plus de 5 ans et qui étaient au chômage en fait. Donc quand vous vous lancez dans des, comment dire, dans de telles spécialisations, forcément, évidemment, vous êtes interpellé. Mais peut-être l'amour qu'on avait également pour les productions animales était beaucoup plus fort. C'est ça qui nous a... C'est juste pour vous dire que l'insertion a toujours, le plan d'insertion a toujours existé et je pense existera pour toujours. Même dans les pays développés, ces problèmes existent. Il nous appartient. Moi, le conseil que je peux donner aux étudiants, c'est vrai. Nous devons faire des efforts à notre niveau, ici à l'ENSA, pour davantage, en tout cas, améliorer la formation. C'est-à-dire mieux outiller les étudiants, de sorte que, à leur sortie, qu'ils puissent être opérationnels. Ça, c'est extrêmement important également. Mais nous devons également insister, ça j'ai eu à le dire à des frères de l'ADENSA. Aujourd'hui, il nous appartient d'insister auprès de nos étudiants pour qu'ils soient plus agressifs. Moi, l'expérience que j'ai vécue avec d'autres étudiants venus d'ailleurs, d'autres écoles, d'autres universités, en tout cas me pousse à insister sur ce volet. Parce que de l'autre côté, oui, ils ne forment pas des ingénieurs, ils forment dans d'autres filières de spécialisation, ils forment dans d'autres niveaux, mais en fait, les étudiants là-bas, il me semble, sont beaucoup mieux préparés pour affronter les réalités de la vie professionnelle que nos étudiants. Nos étudiants ont tendance à être dans une position attentiste. Donc, pour eux, tout, on doit le faire pour eux. Et souvent même, aujourd'hui, vous pouvez aller tout de suite rencontrer vos aînés de la 5e année, ils pensent qu'ils doivent rester là, les bras croisés, que le chef de département leur trouve un sujet de mémoire. Effectivement. Au même moment, c'est au même moment où un autre étudiant venu de Tunis, vous ne savez nulle part, vous ne l'avez jamais rencontré, se pointe dans votre bureau et vous amène. Je dis vous amène parce que vous ne voulez pas, ou bien oui, il y avait une certaine réticence, mais vous amène à redimensionner un travail pour lui et à le faire en moins de 3 mois et le déposer. Pourquoi? Parce que lui, il est préparé à ça. Et nous, en tout cas, du ressort des anciens qui doivent insister pour que les étudiants soient plus agressifs. Mais également, peut-être qu'ils doivent aider. Je pense que ça, là également, il y a des efforts. De plus en plus, des anciens essayent d'aider, d'accompagner avec des sujets, d'accompagner en offrant le premier stage. Et puis, maintenant, il faut qu'également les étudiants se ressaisissent. Ils doivent savoir qu'on est dans un monde agressif. On ne peut pas tout s'attendre d'une administration ou des anciens. Ou, voilà. Donc, il y a des efforts à faire de part et d'autre. Effectivement. Voilà. Effectivement. Alors, pour récapituler, la situation professionnelle, que ce soit ici ou ailleurs, n'est pas du tout facile. Cependant, c'est à nous de créer les conditions nécessaires pour pouvoir survivre dans ce monde-là. Comme il l'a dit, nous sommes en fait appelés à être plus agressifs et plus compétitifs parce qu'il y a d'autres qui n'ont pas eu le privilège que nous avons. Parce qu'il faut le dire, nous sommes assez privilégiés, nous sommes dans un cocon, nous sommes protégés. À la sortie, on a des anciens partout qui nous accompagnent. Alors, il y a une question que j'avais envie de poser depuis tout à l'heure. Vous parlez au début de production animale et vous sembliez assez passionné par cela. Alors, qu'est-ce qui vous a vraiment poussé en fait à faire la spécialisation en production animale? Quand je venais à l'ENSA, j'étais plus attiré pour tout ce qui touche les productions. Évidemment, je fais partie d'une famille où peut-être durant les vacances scolaires, chaque année à l'époque, de l'élémentaire jusqu'au lycée, on passait nos vacances dans les champs maraîchers, dans les grandes cultures et autres. Donc peut-être c'est là où est née cette passion, en tout cas pour l'agriculture et l'agronomie de façon globale. Quand je suis arrivé à l'ENSA,
les premières années, j'ai pensé à d'autres spécialisations. J'ai pensé à la production végétale. À un certain moment, j'ai eu la chance de faire cours avec le professeur Diagne. En deuxième année, pédologie, physique des sols, et après je me suis dit non, attends, moi c'est sciences du sol, quoi. C'est sciences du sol. Parce que le plus souvent, l'enseignant a une influence également sur l'étudiant. J'avais vécu ça. Et c'est effectivement, je pense, par la suite, l'influence que j'ai du professeur Dien également, qui m'a beaucoup marqué. Donc là, avec le cours d'alimentation, évidemment, je me suis dit, attends, moi je pense que c'est ça ma spécialité. J'ai envie de faire les productions. Les productions agricoles, peut-être il y a déjà, en tout cas, de la matière qui a été déjà assimilée. Peut-être c'est au niveau des productions animales où j'avais déjà des limites. Je vais essayer les productions animales. Et effectivement, voilà, ça s'est renforcé par la suite quand on a commencé à faire agrostologie et comment dire, tout ce qui est système de production animale. Vraiment, c'est là, je peux dire, avec les interventions du professeur Dien, le contact, parce que déjà également on fréquentait beaucoup le département, il y avait des animaux qui étaient là, les bovins cannulés, il y a vraiment un dispositif qui était là et c'était du sérieux, quoi. Les productions animales, c'est là également quand vous étiez ici, vous voyez ces étudiants qui devaient faire cette spécialisation, vous les voyez dans un état, je peux dire, d'insalubrité entre guillemets, parce qu'il fallait être prêt quand même à aller au niveau des étables, être prêt à aller au niveau des poulaillers, se salir, collecter des échantillons, aller au labo. Et pour moi, ça, c'était vraiment, on apprenait dans la pratique. Et je ne dirais pas que dans les autres spécialités, tel n'a pas été le cas, mais là, j'étais plus convaincu qu'à l'issue d'une spécialisation dans ça, évidemment, il y a quelque chose qui va rester, qui pourrait me servir, et me permettre de faire la différence par rapport aux autres. Et Dieu merci, en tout cas aujourd'hui, je sais que également, enfin, à la fin de ma formation, j'avais beaucoup appris. J'avais beaucoup appris à côté de ces... Et je le dis, ça également, il faut que les étudiants le sachent. C'est vrai qu'on avait des ouvriers très qualifiés. Et on apprenait beaucoup, en plus des salles de cours, en contact avec ces ouvriers. Je vous dis, c'est très rare de trouver quelqu'un qui maîtrise mieux les activités avicoles, mieux que Feu Pamané. On l'appelait comme ça, Pamané. Mais en réalité, c'est quelqu'un qui était très calé sur les activités avicoles. Et on fréquentait le centre, le caté, et ça nous permettait également non seulement de se perfectionner, mais également de tomber amoureux davantage encore des productions animales. C'était le cas quand vous étiez également avec Dien qui vous prenait juste pour 1 heure, mais c'est tout un ensemble de bagages que vous avez engagé. Ouais, donc il y avait ces acteurs qui étaient là et puis voilà, qui ont fait que évidemment, voilà, on est tombé, comment dire, dans la charme des productions animales et jusqu'ici il n'y a aucun regret. Et j'ai pour l'habitude de le dire également, si c'était aujourd'hui également, j'aurais choisi la même chose. Donc, à l'époque, je me rappelle évidemment, on l'avait choisi dans des conditions plus difficiles. Les conditions plus difficiles, c'est au moment où pratiquement tout le monde disait que faire production animale égale chômer, en fait. Mais nous, on s'était dit, mais écoutez, moi, je préfère chômer avec de la matière, je préfère chômer avec quelque chose que j'aime, que de chômer avec quelque chose que je n'aime pas. Et si j'ai un conseil également à donner aux étudiants, c'est ça. Faites ce que vous aimez, en fait. C'est vrai, aujourd'hui, tel n'est pas le cas. Ils n'ont plus la latitude de faire ce qu'ils veulent. Parce qu'aujourd'hui, voilà, avec les effectifs, tout est normé suivant le nombre de places disponibles par filière. Je ne veux pas revenir sur ça parce qu'il y a eu un débat qui est là. Mais c'est extrêmement important de chômer avec la spécialité qu'on aime. Parce que, enfin, pas chômer, mais faire la spécialisation qu'on aime, c'est que quand même vous serez au chômage, vous aurez toujours envie de continuer la documentation. Envie d'apprendre. Et ça, c'est extrêmement important. Mais si vous faites une spécialisation que vous n'aimez pas et que vous arrivez à faire votre formation, à sortir, c'est peu probable que vous ayez envie
de vous documenter sur cette filière ou bien de faire quoi que ce soit. Donc voilà, ça quand même c'est un débat qui peut-être est derrière nous, mais c'est un peu ça. Donc les productions animales, vraiment c'est comme ça que c'est arrivé et vraiment depuis que j'y suis, voilà, je continue d'apprendre. Là également c'est extrêmement important, on apprend toujours. Peut-être également moi c'est la chance par rapport aux agronomes ou à certains agronomes, ce métier, au-delà de l'agronomie, le métier d'enseignement est extrêmement important. On continue à apprendre à travers la documentation, mais à apprendre également avec les étudiants qui ont leur expérience propre par rapport à l'élevage, qu'ils vont partager durant les sessions de cours et qui vont vous permettre d'échanger avec eux, de prendre note de ce qu'ils vous rapportent, mais également de compléter ou bien de leur donner certaines informations. Ça, quand même, c'est des choses que également à partager. Voilà, alors pour un peu conclure, ce qui vous a vraiment poussé à faire les productions animales, c'est d'abord l'envie en fait de dépasser vos limites, d'apprendre de nouvelles choses, l'influence de certains professeurs. Puis après est venue la passion et l'amour envers cette spécialisation-là, qui n'était pas du tout facile à l'époque. Mais vous l'avez tout de même fait, vous l'avez fait malgré tout. Également, inviter les ingénieurs à choisir en fait la spécialité qu'ils aiment dans la mesure du possible, parce que comme vous l'avez dit, il y a également certains critères. Donc, c'est pas possible pour tout le monde, mais surtout de faire le maximum pour choisir la spécialisation qui nous plaît le plus, de telle sorte que à la sortie, même si en fait on reste un certain moment sans pouvoir travailler, on pourra continuer à faire de notre mieux pour s'améliorer, pour apprendre encore plus. Vous nous avez également parlé de la beauté en fait du métier d'enseignement, vu que malgré tout, toutes les années qui passent, vous êtes toujours en fait en état d'apprenant, vous apprenez toujours. Exactement, donc voilà, c'est une amélioration perpétuelle, cette soif de connaissance perpétuelle. Donc c'est vraiment un très beau métier, on peut le dire. Alors, nous n'allons pas vraiment abuser encore plus de votre temps parce qu'on sait que vous êtes très très occupé. Nous allons juste vous demander en fait de donner quelques conseils aux élèves ingénieurs, aux jeunes de manière générale. Des conseils. Entre moi et les étudiants, il n'y a pas de barrière. C'est vrai, je suis le directeur des études, mais ils le savent tous. Ils peuvent passer me voir et puis voilà. L'essentiel, c'est qu'on ait des échanges francs, quoi, où on va se dire la vérité. Et donc, autant que faire se peut également les aider et les accompagner. Si j'ai un conseil, évidemment, à leur donner, en tant qu'étudiant en tout cas, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. En tout cas, j'aurais souhaité les voir beaucoup plus agressifs sur le monde professionnel. Ça, c'est surtout pour les finissants. Et pour les étudiants, c'est par rapport à l'ENSA qu'ils incarnent, qu'ils puissent savoir que partout ils sont des ambassadeurs de cette école. Donc, un autre conseil que j'ai eu à formuler également dans d'autres circonstances, il est important que tous les étudiants puissent se mobiliser autour de leur amicale. Ça également, c'est important, parce que c'est ça qui va leur donner une certaine force. Voilà. Alors, je pense que ces conseils ont été très clairs, non pas revenir là-dessus. Juste, vous avez également parlé de l'amicale. Et j'en profite également pour vraiment féliciter et remercier l'amicale sortant. Surtout le président de notre commission presse et relations extérieures, M. Abdoulaye Ely, et la présidente de notre commission presse, qui n'a ménagé vraiment aucun effort pour la bonne tenue de ces émissions. Et vraiment, nous vous remercions, nous vous remercions. Alors, nous allons terminer sur une petite note drôle. Oui, mais avant tout, je voudrais également, comme vous, en profiter pour remercier tout le bureau sortant, c'est extrêmement important. Mais au-delà, je pense que tous les bureaux qui les ont précédés et avec qui j'ai travaillé, je pense que depuis que je suis à l'ENSA, j'ai eu la chance de collaborer avec tous les bureaux d'amicale. Et j'avoue que pour tous, ils ont été disponibles et
vraiment dans un esprit positif pour que les choses se passent bien. Et je le dis souvent, peut-être on peut avoir des visions différentes, mais en réalité, on est tous préoccupés, on est tous intéressés par le rayonnement de cette école. Donc, en tout cas, j'en profite pour renouveler mes remerciements à tous ces présidents d'amicales et leur équipe avec qui on a eu à travailler. Je le disais récemment à Sow, le président Sow, en disant que, parce qu'à l'époque je lui disais, si vous arrivez à réussir l'organisation de la cérémonie de remise de diplôme, vous aurez réussi votre mandat, ne serait-ce que ça. Effectivement. Et il l'a fait, il a fait plus. Oui. Il n'a pas été le seul à essayer. Beaucoup de bureaux l'ont précédé, l'ont essayé. Évidemment, il y a eu des manquements, je le dis, peut-être sur le plan administratif. Il a été peut-être beaucoup plus insistant, il a eu plus de chance. Ça arrive également. Pour certains, évidemment, c'est la chance qui fait que les choses marchent plus ou mieux que pour d'autres. Mais je pense que tous les bureaux qui l'ont précédé ont donné de meilleur d'eux-mêmes pour que cette cérémonie se tienne. Donc ça quand même, il fallait le dire pour un peu en tout cas lui renouveler nos remerciements et toute notre reconnaissance. Alors pour une petite anecdote, parfois je suis avec les étudiants, je leur raconte quelque chose que j'ai vécu et peut-être on n'est pas très nombreux à l'ENSA à l'avoir, en tout cas à avoir connu une situation comme ça. Donc c'est vrai, on faisait partie peut-être de ceux qui passaient le plus de temps ici à l'ENSA et parfois il nous arrivait le week-end d'être seul ici. On n'est pas nombreux, une dizaine. Et quand on était également à l'ENSA, on avait la chance de nous retrouver dans un petit groupe qu'on appelait Kergoumaguin. Donc c'est nous qui occupons ce qu'on appelle, le bâtiment A, la couloir 6A, 5A, 7A. Donc vraiment ce couloir. Et on s'était retrouvés en une petite famille, Kergoumak, qui s'est agrandie d'ailleurs, où on a eu d'autres qui sont venus se joindre dans cette famille. Et j'avoue que même à notre sortie de l'ENSA, on se retrouvait de temps en temps. Parfois, on se retrouvait chez moi. On s'est retrouvés à Mbour même pour nous retrouver. Mais quand on était à l'ENSA, je me rappelle un jour, donc après le dîner, on se promenait jusqu'au portail. Parfois, on était là-bas. Au portail, on passait une trentaine de minutes, une heure de temps à discuter comme ça. On ne faisait rien, on était un peu libre. Et parmi nous, il y avait quelqu'un également. C'était un aîné de la 16e promotion, Alsan Aou. Alors, Alsan Aou, c'était la personne qui, à chaque fois, tout ce qui vous traverse l'esprit, vous le dites, il vous dit Temde. Ça dit, c'est possible. Temde, en fait. Comment dirais-je, voilà. Est-ce qu'on peut faire telle chose? Il vous dit Temde. En fait, oui, c'est possible. Et je me rappelle, il y avait également de sa promotion quelqu'un de très drôle, Momar Sow. Et vraiment, c'est avec beaucoup de plaisir que je parle d'eux. Donc, on était au niveau du portail, mais et si on prenait le thé là-bas, quoi? Donc, il pointait le chemin de fer là-bas. Il y avait une piste qui traversait. Ça a lui dit Temde. Et c'est comme ça que l'idée nous est venue. On est revenu, on a pris notre matériel de thé. Donc, il faisait 23 h du soir. On est allé jusqu'au chemin de fer. On s'est retrouvé. Et vous l'avez vraiment fait? On l'a vraiment fait. On a pris notre thé et voilà, on voyait quelqu'un qui quittait Touba Pékou pour venir sur la route. Et il était surpris de nous voir là, donc il ne marquait pas avant d'avancer. Ça, c'est vraiment des temps forts. C'était moi, Momar Sow, Mansour Diop, moi, Wali Clément qui était de la 18e promotion. Et tout suite. Vraiment, il y a eu des événements de ce genre qui à chaque fois reviennent. Parce que parfois, je suis avec des étudiants, je suis là-bas au niveau du portail, je dis, mais écoutez, il y a telle chose que nous avons vécu là-bas. La chose la plus marquante, c'est que c'est dans cet endroit même à l'époque, quand on faisait notre herbier d'agrostologie, c'est uniquement dans cet endroit où on pouvait retrouver l'espèce Cetaria. Cetaria paludifusca. Donc il y a une espèce herbacée graminée, évidemment très rare. Aujourd'hui, je le vois un peu partout quand même à l'ENSA. C'était là où on pouvait le collecter, quoi. Donc voilà, en tout cas, ça fait partie des événements quand même qui m'ont un peu marqué. Et puis voilà. Ah, en tout cas, faire du thé,